Soral, bonjour. Bonjour. Alain Soral, bonjour. Bonjour. En 2001, vous avez écrit « Jusqu'où va-t-on descendre ?» En 2009, on est arrivé au clip des jeunes de l'UMP. Vous pensez qu'on a atteint le plancher ou on peut descendre encore plus bas? L'histoire nous démontre qu'on peut toujours descendre plus bas. Et puis qu'en général, ça remonte d'un coup. Hein. Oui, j'ai vu moi aussi ce clip qui s'appelle un lip up, c'est ça, de l'UMP, qui est quand même, je l'ai mis d'ailleurs sur mon site personnel avec le commentaire, un clip qui vous donne vraiment envie de faire la révolution, quoi. C'est monstrueux de grotesque. Hein, on touche effectivement là dans le genre des. Je sais pas si les politiques prennent conscience de la manière dont ils détruisent l'image de leur fonction en faisant ça, mais là on est dans le politique, comment dirais-je, déshonoré, ridiculisé jusqu'au bout, quoi. Je sais même pas comment les types, en voyant après la projection, peuvent assumer ça, quoi. Et j'incite les gens à aller voir effectivement ce clip Lip Up UMP 2009. C'est absolument grotesque. C'est-à-dire que même Giscard, avec ses prestations médiatiques foireuses de son époque, des jeunes giscardiens, là, à côté, c'est le général de Gaulle, quoi. Voilà, bon, c'est pas un sujet passionnant, mais ça en dit long, effectivement, sur ce que les politiques sont obligés de faire aujourd'hui pour exister. C'est-à-dire la Star Academy, quoi. On voit David de Jean, c'est ça, chantouiller. Ouais, il y a David de Jean qui chante. Oui, ils sont tous. Darcos, ils sont grotesques, ridicule, et ça ne peut suggérer chez les gens qu'une espèce de mépris amusé, hein. Ça peut juste à la limite gommer le côté mépris haineux qui a valu à Berlusconi effectivement de se prendre un truc dans la gueule là, il y a pas longtemps. C'est juste le côté efficace, et effectivement ça donne envie de se dire que c'est même pas la peine de s'acharner sur les politiques. Ça serait même trop d'honneur que de vouloir les châtier comme on châtiait comme on a châtié Mussolini, vous voyez. Voilà, mais que les gens regardent ça, ça produit un choc, quoi, vraiment, sur ce que c'est que la misère du spectacle, quoi. Toujours à propos de l'UMP, ils ont lancé il y a quelques semaines maintenant un débat sur l'identité nationale. C'est aussi une manière d'exister ou il y a un plan plus calculé derrière? Il est évident que Sarkozy s'est quand même fait élire en partie en piquant les voix des Français en colère qui étaient tentés par le Front National, et que depuis qu'il a fait ça, il n'a fait que élargir à gauche et trahir cet électorat-là, et que là, comme il y a des élections qui arrivent et qu'il prend les Français pour des imbéciles, quand même relativement à juste titre, et qu'il a des conseillers, il s'est dit il faut que je remette une couche de droite, parce qu'il n'arrête pas en fait de faire le grand écart. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est gouverner au centre il incarne le parti central, c'est-à-dire la gouvernance unique, etc. Et donc il s'est dit il faut que je refasse un coup, sans doute conseiller, et il a lancé la question de l'identité nationale, qu'il a fait porter par un transfuge du PS, Besson, pour coincer tout le monde, en disant la question de l'identité nationale n'est pas spécifiquement une question de droite, ce qui est d'ailleurs vrai, puisqu'il suffit de regarder Valmy, Jaurès pour savoir que c'est vrai. Donc c'est un coup électoral, mais qui je crois que ce coup se retourne contre lui, parce que finalement il redonne la parole au Front National, qui effectivement sur cette question n'a pas bougé, et qui peut dire voyez, Sarkozy vous a trahi, il essaye encore de vous rouler dans la farine, ce coup-là ne vous faites pas avoir. On sent que Sarkozy finalement a un peu peur de la boîte de Pandore qu'il a ouverte, et surtout quand on parle d'identité nationale, parce que je vois en plus que Sarkozy a fait une sortie en disant il faut absolument sortir du communautarisme, ce qui sauvera la France, c'est de sortir du communautarisme. Là, il y a quelque chose de quand même grotesque, c'est qu'il faudrait que Sarkozy donne l'exemple. Je pense notamment d'ailleurs quand il dit ça aux musulmans, parce que Sarkozy, c'est quand même Sarkozy l'américain, c'est lui qui l'a dit, qui, pour gérer son image, fait des jogging avec des t-shirts de la police new-yorkaise et des Ray-Ban, et va se prosterner lui-même en personne en tant que chef d'État au dîner du CRIF pour recevoir de la part de cette association communautaire ses ordres sur la politique étrangère de la France pour l'avenir à venir. Donc le problème à un moment donné, c'est qu'on est dans le grotesque total. C'est-à-dire que Sarkozy, quand il dit luttons contre le communautarisme et posons-nous la question de l'identité nationale, il est le dernier légitime sur cette question-là.
il est bien moins légitime qu'un musulman dont le grand-père s'est battu pour la France à la guerre de 14 ou dans la campagne de Provence. Vous voyez. Donc là, je pense qu'il serait temps effectivement que les internautes intelligents nous montrent Sarkozy l'américain d'origine hongroise, le discours, le commentaire de Georges Frêche sur son élection, son fameux discours de la journée de Jérusalem. Enfin, il y a moyen de montrer à quel point là, comment dirais-je, Sarkozy se tire une balle dans le pied. Sur le clip de l'UMP ou sur Sarkozy, vous avez employé plusieurs fois le mot grotesque. Est-ce que c'est pas un des caractères les plus graves de notre époque, c'est-à-dire que les élites sont devenues grotesques et donc plus légitimes de leurs privilèges? Il faut bien faire le distinguo entre l'oligarchie qui a le pouvoir et les politiques qui sont des acteurs choisis, comme on choisit des acteurs dans un casting pour jouer un rôle. Et en fait, aujourd'hui, le rôle des politiques, c'est pour ça qu'il ne faut pas être très cruel avec eux, ils sont plus grotesques que méchants, c'est de faire le tampon entre le peuple et l'oligarchie pour justifier par des mensonges de plus en plus éhontés et intenables des politiques qui sont anti-populaires, anti-sociales et même anti-croissance à la fin, et qui sont uniquement l'intérêt de l'oligarchie et dans le désintérêt dans le désintérêt total des peuples. Hein, Donc effectivement, aujourd'hui, les politiques sont des menteurs professionnels, obligés de faire les pieds au mur et des singeries effectivement grotesques, mais qui ne sont pas pour eux. On pourrait parler tout à l'heure d'Obama, c'est pareil. Donc il faut bien voir aujourd'hui que effectivement ils sont obligés de faire des sketchs qui vont tellement loin dans le mensonge et le contresens qu'effectivement le mot on peut qualifier ça de grotesque. Mais ils n'ont pas ce côté comment dirais-je qui suscite le sérieux et même la violence sérieuse des hommes de pouvoir, car en fait ce qu'on voit là-dedans c'est à quel point ils n'ont pas de pouvoir, à quel point ils font des numéros de comiques pas drôles, un peu exactement comme les comiques d'ailleurs qui sont là pour essayer de faire avaler la pilule de la crise aux gens en finalement en essayant de les faire rire et qui sont de moins en moins drôles parce qu'ils font rire que sur des sujets périphériques, parce que si vous voulez faire rire sur des sujets sérieux comme Dieudonné, ça effectivement là on leur enlèverait le micro. Donc effectivement on a cette espèce de monde aujourd'hui qui s'appelle le spectacle que Debord avait bien théorisé, effectivement qui font des espèces de sketchs d'animation comme des animateurs de Club Med, mais alors que sous la pluie, sous les bombes, et qu'il y a un côté dérisoire, grotesque, et qu'on ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer. Le seul intérêt, effectivement, c'est que ça ne légitime pas de violence, on va dire. Hein. Je veux dire, même le pauvre Sarkozy transpire à grosses gouttes pour essayer, à un moment donné, effectivement, de faire la jonction entre le peuple et entre la souffrance du peuple et le mensonge oligarchique, et je crois même que ça va devenir, c'est assez difficile pour lui. Vous voyez, on a un peu pitié. Bon, il est payé pour ça évidemment, mais c'est comme un très bon acteur obligé pour payer ses impôts ou la toiture de son château de jouer dans un très mauvais film. Vous voyez, il fait de la peine. Vous voyez, voilà, c'est à peu près à là qu'on en est. Hein, si je fais un décodage psychologique de ce pourquoi de cette sensation du grotesque. Quand les élites ne sont plus respectées, est-ce que c'est pas une situation idéalement pré-révolutionnaire quand même? Oui, mais bon, ça on sent bien aujourd'hui que la démocratie d'opinion et la démocratie de marché et la démocratie parlementaire, enfin c'est la même chose, est totalement disqualifiée de A à Z, puisque quand le peuple décide quelque chose, les représentants du peuple de l'Assemblée font strictement le contraire. Quand on se rend compte que la gauche et la droite, notamment à l'Assemblée européenne, votent systématiquement, je crois à 97%, les mêmes lois qui leur sont imposées par des technocrates qui ne sont pas élus, pour faire passer en fait les lois du libéralisme intégral de l'UE qui sont un relais du libéralisme impérial. Enfin, on voit très bien aujourd'hui effectivement que nous sommes dans une situation où la démocratie telle qu'elle se définit elle-même, c'est-à-dire une représentativité par des corps, etc., n'a strictement plus rien à voir avec la démocratie qui nous avait été promise. Hein. Donc effectivement, on est dans une situation où on se demande jusqu'où ça peut aller, et dire qu'elle est pré-révolutionnaire, il faut à un moment donné que le travail soit fait. Moi, je suis pas un spontanéiste comme Rosa Luxembourg qui a très mal fini. C'est pas parce que les conditions objectives sont réunies que ça se passe. Tout ça peut très bien terminer un peu comme l'URSS, dans une espèce d'écroulement grotesque de ferrailles rouillées et de mensonges de propagande. On est plutôt dans une situation d'écroulement du système que de révolution, parce qu'en fait, le système a bien réussi à atomiser les forces d'opposition, mais en fait, ce qu'il peut pas gérer, c'est ses contradictions internes. Donc effectivement, personne ne va prendre le pouvoir, mais ce pouvoir est en train de se disloquer, de s'effondrer, d'ailleurs parce que le pouvoir politique n'est plus au politique, parce que le pouvoir économique lui-même est face à des choses qui n'ont pas grand-chose avec le pouvoir, mais qui sont des contradictions internes, et que ça, ils y peuvent pas grand-chose. C'est la logique du capital qui se déploie dans ces contradictions qui se maximalisent. Hein. Donc moi je crois que plutôt qu'on est dans une situation qui ressemble à la situation inversée
mais qui revient au même de l'URSS sous Brejnev, où en fait il y a à la fois le Parti communiste russe à les plein pouvoir, mais plus rien ne marche, plus personne n'en a plus rien à foutre, et même ce pouvoir oligarchique commence à se demander comment eux-mêmes devraient essayer de passer au libéralisme pour finalement continuer à garder le pouvoir et à continuer à s'en mettre plein les poches, parce qu'il faut bien se rappeler que c'est pas malheureusement ni Solzhenitsyn ni les mouvements ouvriers qui ont fait écrouler le socialisme réel, hein. C'est Gorbatchev qui a mis la clé sous la porte parce que plus rien ne marchait, quoi. Je veux dire, c'était la fin. Et est-ce qu'à un moment donné ça va pas finir comme ça dans notre système capitaliste chez nous, c'est-à-dire l'effondrement, l'implosion, hein, plus que le révolutionnaire qui envoie plutôt à l'explosion. Vous parlez de démocratie tout à l'heure, justement, on a eu vous parlez du déni de la démocratie par les élites qui se veulent démocratiques. On a vu un exemple avec le référendum en Irlande où on a dû revoter. On a un référendum récent en Suisse où Cohn-Bendit a dit qu'il fallait revoter ou qu'il fallait pas tenir compte. Enfin, c'est un peu le même principe. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce référendum en Suisse? Déjà faire remarquer que la Suisse, par rapport à la France, est une authentique démocratie. C'est-à-dire que c'est une démocratie qui pratique la subsidiarité, qui est le seul vrai principe démocratique. C'est pas une démocratie d'avocats, comme on dit, c'est-à-dire de plaideurs et de baratineurs comme la démocratie française, qui est déjà intrinsèquement, après la mort de Robespierre, c'est inscrit dans la démocratie française que c'est une démocratie d'avocats et de parleurs, quoi. La Suisse, c'est des votations à main levée, il y a quelque chose. Donc, quand un peuple s'exprime, on écoute ce qu'il dit et on essaie de comprendre pourquoi il s'exprime comme ça. Alors après, l'histoire de la votation sur les minarets quand on s'y intéresse plus près, est une manipulation et un piège relativement. Ça, en vérité, ça parle d'autre chose. Ça parle d'un malaise dans le peuple suisse comme dans tous les peuples européens. Ça parle d'un malaise. Ça parle d'un malaise sur le problème non seulement de l'immigration, mais de la colonisation culturelle que génère l'immigration. Hein, parce c'est bien d'être contre la colonisation, mais il faut être contre toutes les colonisations. Il n'y a pas de colonisation plus légitime que d'autres. Hein. Sinon, on est dans la logique de la vengeance, de la revanche, ce qui serait très malsain. Donc le peuple suisse, lui, a des angoisses. Il faut les entendre et les écouter. La votation elle-même manipulée par ce parti, en fait très libéral, à la fois identitaire mais libéral en Suisse, est assez louche, puisqu'effectivement, je crois qu'il y a 4 minarets en Suisse, donc c'était un faux prétexte. Et on voit bien que tout ça s'inscrit quand même dans une logique globale qui s'appelle le conflit de civilisation. Et là, il faut produire une analyse que je produis moi en ce moment et que des musulmans produisent aussi. C'est très important que nous le fassions tous ensemble, les musulmans et les non-musulmans. C'est qu'il est évident que l'oligarchie mondialiste qui fait terriblement souffrir les peuples sur la question sociale et sur la question identitaire, ça lui coûtera moins cher de pousser l'ouvrier au chômage contre le musulman tiers-mondiste qui en plus le côtoie au quotidien dans la cité HLM dévastée et pleine de chômage, que d'augmenter ses salaires ou d'arrêter la désindustrialisation. Donc le projet de l'oligarchie mondialiste, pour continuer à garder le pouvoir et à ne pas lâcher sur la question de l'argent, c'est de pousser à la guerre civile interethnique et interreligieuse. Donc effectivement, tout en trouvant insupportable la colonisation à l'envers qui se passe en banlieue, il faut aussi comprendre que c'est un piège. Hein. Donc c'est ne pas, comme Mélenchon, dire que le problème n'existe pas selon les termes de la laïcité bien comprise. Ça veut dire que c'est la laïcité bien comprise qui veut plus rien dire. Hein. Et Mélenchon qui devrait rabattre et ranger son baratin franc-maçon parce que ça ne sert plus à rien pour gérer la crise. C'est du déni de réalité. Mais en même temps, ne pas tomber dans le piège, je dirais, du Front National, dont le sujet actuel est plus de sauver le Front National que de sauver la France. Étape intermédiaire peut-être dans l'esprit de Marine, mais si on veut sauver le Front National, il faut effectivement être contre les mosquées. Si on veut sauver la France, il faut dire que nous sommes contre les minarets comme les musulmans, ce qui est beaucoup plus subtil, parce qu'en réalité, les musulmans de France, intelligents, c'est-à-dire pas ceux qui travaillent pour le ministère de l'Intérieur ou pour des nations maghrébines qui persécutent leurs propres musulmans tout en prétendant être des États où l'islam est une culture d'État, hein. Il faut comprendre que c'est subtil. Les musulmans français, dont le destin est en France, savent très bien que la question du minaret est un piège, et qu'en fait, eux-mêmes, quand on leur pose la question, sont contre les minarets, et qui confondent pas islam, qui est un système de valeurs universelles, et socialement et moralement positif, avec des signes ethnico-historiques d'un islam maghrébin, qui eux sont des signes culturels et qui pourraient être conçus comme de la colonisation. C'est-à-dire qu'il faut découpler en France, chez les arabo-musulmans, l'arabe du musulman. C'est-à-dire que nous sommes pour un islam français, nous ne sommes pas pour une colonisation arabe de la France. Or, rien dans les 5 piliers de l'islam n'exige qu'il y ait des soumissions à des signes contingents qui ne sont pas spécifiquement musulmans, mais arabes ou maghrébins. Non.
On peut exprimer l'islam en français, non? Il me semble, non? Non, ça c'est le contresens absolu. Les Indonésiens sont la plus grande communauté musulmane du monde. Ils parlent quoi? Ils parlent arabe. Les musulmans chinois parlent arabe. Quand un Chinois se convertit au catholicisme, il se fait débrider les yeux et il se met à parler latin ou français ou italien. Non, je veux dire, il faut absolument comprendre aujourd'hui, et c'est aux musulmans de le faire comprendre, et c'est aux théologiens musulmans français de le faire comprendre à leurs ouailles, qu'il ne faut pas confondre islam, qui est un système de valeurs universelles, et arabité, car en France, l'islam ne s'implantera que s'il se francise, et c'est là qu'il montrera qu'il est une religion universelle et pas un colonialisme ethno-culturel. Parce que dans un premier cas, c'est un don et une chance pour la France. Dans le deuxième cas, c'est une violence et une colonisation. Et les musulmans français sont des musulmans français. C'est-à-dire que leur destin, ce n'est pas de coloniser la France ou de déstabiliser la France au service de nations étrangères et de servir de cinquième colonne dans un combat qui en plus dont ils seront les victimes, mais de réussir leur vie en France. Et en quoi le fait d'être des musulmans leur aide à réussir leur vie de Français, et leur aide notamment à instaurer une relation de respect avec les Français. Il est évident qu'un musulman se comporte bien mieux qu'un délinquant en banlieue, et qu'en fait c'est par l'islam en banlieue souvent qu'on sort des pièges de la délinquance, qui sont d'ailleurs les pièges du libéralisme appliqué au sous-prolétariat. Et c'est tout ce travail de pédagogie et ce travail théologique qui doit être fait en France. Mais il doit être fait par des théologiens français, des musulmans français, et pas par Tariq Ramadan, parce que ça c'est le piège qui est tendu malheureusement pour lui à Tariq Ramadan. C'est que dès lors que c'est un théologien suisse rattaché à une branche internationaliste de l'islam qui s'exprime, on se dit l'islam est un vecteur de colonisation. Il faut que ce soit des théologiens, c'est-à-dire des imams français musulmans qui s'expriment pour les Français musulmans et qui s'adressent aux Français. Voilà. Et ça, c'est le chantier qui est en cours. C'est le chantier sur lequel nous, Égalité Réconciliation, aidons et apportons notre pierre. Il y a en ce moment sur notre site une vidéo d'Albert Ali qui se présente comme musulman et patriote qui explique bien tout ça. C'est-à-dire que c'est un travail difficile parce que nous avons comme ennemi une droite racialiste, nous avons aussi comme ennemi une extrême gauche, soi-disant laïcarde, qui est donc anti-islam, et nous avons aussi des musulmans humiliés qui confondent des signes ethniques avec une religion et qui pensent qu'on veut les déposséder de leurs racines culturelles. Or nous expliquons très bien que si leur destin est d'être en France et de devenir français, il faut qu'ils pratiquent un islam francisé. Voilà. Et qui est la preuve d'ailleurs, l'islam a triomphé dans le passé chaque fois qu'il a pu s'imposer comme système de valeurs positif, mais sans porter atteinte à la culture où il s'est implanté. C'est pour ça que l'islam est une religion universelle. Et moi je le dis clairement, et c'est une question théologique, est-ce que Allah est le Dieu des Arabes ou est-ce que c'est le Dieu de tous les hommes? J'admets que Mahomet est le prophète arabe de Dieu, mais Allah n'est pas arabe. C'est un contresens théologique, et si Allah est le Dieu des Arabes et que le Dieu des Arabes, ça peut pas être le nôtre, français. Donc c'est aux musulmans d'expliquer en bon théologien que Allah est le Dieu de tous les hommes, et si c'est le Dieu de tous les hommes, il n'a pas à se présenter à moi en babouche et en djellaba spécialement, et il n'a pas à exiger de moi que je porte djellaba et babouche. Sinon c'est un contresens théologique. Et les théologiens musulmans français savent très bien l'expliquer, mais on ne leur donne jamais la parole. On donne systématiquement la parole à soit des agents du ministère de l'Intérieur, finalement soumis aux CRIF, qui sont là pour faire monter les tensions ou déshonorer leur communauté, comme le recteur Boubaker en se félicitant de l'attaque sur Gaza, ou des imams, étant donné qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam, qui sont plus ou moins des agents des ministères de l'Intérieur des pays du Maghreb dont ils sont originaires, et qui expriment en général non pas l'islam universel, mais un islam politique et soumis à la politique des États étrangers maghrébins. Et ces États étrangers maghrébins ne rendent jamais service aux musulmans, d'ailleurs, non pas déjà chez eux, parce qu'ils persécutent systématiquement les musulmans chez eux, il faut quand même le savoir, il faut le vérifier, hein. Et en plus, ils se servent des musulmans, souvent binationaux français, comme d'une cinquième colonne dans un combat politique d'État à État, sans jamais se soucier, finalement, de l'intégration réussie de ces Français musulmans, parce que s'ils réussissent leur intégration, ils cesseront d'être une arme pour le gouvernement tunisien, marocain ou algérien. Ils deviendront des Français. Donc il faut bien comprendre que les musulmans français comprennent qui sont leurs ennemis et où ils sont. Ils sont multiples et ils sont souvent au milieu d'eux.
C'est ça le problème, voilà. Et il faut comprendre qui leur tend la main et à qui il faut qu'ils tendent la main. Alors évidemment, c'est complexe parce que c'est complexe, mais c'est le chantier de ces 10 prochaines années. Et soit la France sera détruite si elle ne résout pas cette question de l'islam, soit elle deviendra à nouveau la grande nation si elle répond positivement à ces questions. Et c'est pour ça que moi je suis pour un islam de France et pour les mosquées sans minaret et sans dôme d'ailleurs. Je ne suis pas pour des monuments coloniaux arabisants en France, je suis pour des mosquées françaises de l'islam universel. Voilà. Et si nous gagnons ce combat, la France est sauvée. Si nous le perdons, la France aura le même destin que le Liban, que la Yougoslavie ou que l'Irlande. Voyez ? Et c'est ça le projet de l'Empire. Le projet de l'Empire, c'est de détruire par la guerre, les guerres ethniques, toutes les nations fortes qui sont des obstacles à son projet mondialiste. C'est pour ça que la Yougoslavie, sous leadership serbe, a été détruite, car les Serbes étaient le grand peuple des Balkans. C'est pour ça que ont été manipulés les musulmans kosovars qui n'avaient rien demandé. Et je vais vous faire remarquer que sur le dossier yougoslave, les mêmes, c'est-à-dire Bernard-Henri Lévy, Kouchner et même le CRIF, étaient pour les minarets. Hein ? Ils sont pour les minarets. Ils sont pour les minarets, pour le communautarisme et pour la guerre civile au service de l'empire mondialiste. Ce sont toujours les mêmes pièges et ce sont toujours les mêmes fautes que nous commettons. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, comme notre but, ce n'est pas de sauver ni le Front National, ni de se faire plaisir dans la guerre ethnique, mais de sauver la France. Pour sauver la France, il faut éviter le piège du conflit de civilisation, il faut tendre la main aux musulmans, et il faut que les musulmans comprennent ce qu'ils doivent faire pour que cette jonction s'opère, car il n'est pas question de se soumettre à un colonialisme arabe sous prétexte d'islam. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Et ça, c'est le chantier de demain. C'est ce chantier que nous allons, sur lequel nous allons travailler la main dans la main avec des Français musulmans. Et nous sommes déjà en train de le faire. Et normalement, quand on fait de la bonne pédagogie, tous les gens de bonne volonté, d'un camp comme de l'autre, comprennent que c'est ça la vérité, que c'est ça la solution pour la France, pour la plus grande gloire d'Allah. Hein, voilà. Et là-dessus, vous verrez, c'est tout ce qui va se passer dans les années à venir. Le sujet crucial, ce sera celui-là, parce que en France, ce sujet-là est moteur de tous les autres. Hein, parce que l'islam cache la crise sociale, voyez. Et donc, quand on aura défait on sera sorti de ce piège-là, on pourra sortir de tous les autres. Soral, bonjour. Bonjour. Le nouveau prix Nobel de la paix, Barack Obama, va envoyer 30 000 soldats en Afghanistan. Il demande à la France d'en faire autant. La France qui est dans l'OTAN. Il n'est pas un peu coincé, là ? Il y a plusieurs dimensions. D'abord, pourquoi donne-t-on le prix Nobel à Obama ? Déjà, l'oligarchie mondialiste a choisi Obama comme on choisit un acteur dans un casting. Elle l'a choisi noir, parce qu'il faut que ce soit un noir qui continue à faire le sale boulot. Parce que si c'était Bush, troisième génération, ça se voit tellement que c'est une oligarchie blanche, racialiste, etc., que ça devient inefficace. Donc on a pris un noir pour faire un sale boulot de blanc. Hein. Voilà, c'est pour ça que l'élection d'Obama est un contresens complet. Ce n'est pas un noir qui accède à la présidence, c'est l'oligarchie blanche la plus méprisante et la plus cynique qui choisit un acteur noir pour faire un sale boulot de blanc. Hein, voilà, première chose. Deuxièmement, comme il fait un sale boulot de blanc, mais que ça se voit parce qu'il ne fait rien de plus que Bush, et il continue exactement la même politique de Bush, comme d'être noir ne suffit pas, on lui colle un autre gris-gris en plus de sa couleur de peau, c'est le prix Nobel de la paix. Pour cacher qu'il va continuer à être le chef de guerre du pays le plus sanguinaire et le plus belliqueux du monde. Voilà. Donc c'est ça l'histoire du prix Nobel de la paix. C'est une escroquerie. Il faut arrêter. Tous les prix Nobel maintenant sont de la bonne géopolitique impériale. On donne le prix Nobel à chaque fois en fonction des intérêts géopolitiques de l'empire, que ce soit en littérature. Voilà. On sait que c'est de la merde. Voilà. C'est rien. C'est zéro. Bon, ça c'est réglé. Après, nous. L'élection de Sarkozy, comme je l'avais prévu, comme je l'avais dit, a fait réintégrer la France dans l'empire mondialiste, alors que De Gaulle avait maintenu, avait permis à sortir la France de cette soumission et de cette allégeance après la 4ème République. Tous les présidents de la 5ème République avaient maintenu cette relative indépendance.
Et Sarkozy nous a soumis à nouveau à l'Empire contre nos intérêts. De ce point de vue-là, c'est un traître à la nation, évident, et il sera châtié par l'histoire au minimum. Voilà. Et donc, nous sommes pratiquement obligés aujourd'hui de continuer à être les supplétifs de la politique impériale, puisque même le livret, je sais pas comment ça s'appelle, là, le livre blanc, et la façon dont l'armée française va être restructurée de manière à ne plus être que dans sa conception logistique même qu'une armée supplétive de l'OTAN américain. Et effectivement, nous sommes coincés et nous sommes obligés d'aller faire le tapin en Afghanistan et de faire mourir nos soldats parce que les Américains n'aiment pas mourir, parce que dans la démocratie d'opinion, il faut faire des guerres mais d'avoir pas trop de morts pour pas qu'on voit trop de mères de familles pleurer quand on voit les cercueils. Donc le destin de la France, comme le destin de toutes les colonies, hein, exactement comme nous envoyions en première ligne pendant nos guerres des tirailleurs sénégalais pour essayer d'épargner la vie des paysans, les petits paysans blancs français, eh ben l'armée américaine envoie le piou-piou français en Afghanistan en première ligne pour qu'il aille mourir à la place de son GI. Voilà le rôle qui nous est dévolu dans cette logique coloniale où des blancs sont comment dirais-je, les nègres d'autres blancs. Hein, vous voyez, il faut bien comprendre que tout ça est très complexe. Donc évidemment, nous n'avons rien à faire là-bas. Mais après, il faut comprendre pourquoi les Américains veulent à tout prix ne pas perdre le contrôle de l'Afghanistan. C'est une clé, c'est parce que ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme et des femmes en burqa. C'est le contrôle de l'énergie mondiale qui est là-bas. S'ils perdent le pied là-bas, c'est la défaite définitive comment dirais-je, de la thalassocratie américaine au profit du pouvoir eurasiatique de demain. C'est-à-dire c'est la victoire de la jonction de la Chine et de la Russie. Donc ils n'ont pas le choix, ils sont obligés, ils ne peuvent rien lâcher là-bas à moins de renoncer à leur vision impériale, hein, et de ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur, mais ils sont obligés coûte que coûte de rester là-bas parce qu'ils ont des investissements très lourds pour construire leur pipeline, leur gazoduc, hein, qui est le contrôle de l'énergie pour bloquer, comment dirais-je, la domination inéluctable de la Chine et de son rapprochement de la Russie. Donc ils sont là-bas pour de fausses raisons. S'ils se désengagent de là-bas, ça veut dire qu'ils renoncent à leur leadership mondial, et ils sont en très mauvaise posture parce qu'ils sont en train de perdre le contrôle de l'Afghanistan et du Pakistan. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les Américains, pour leurs intérêts de domination, n'ont pas du tout intérêt à effondrer l'Iran. Hein. Mais par contre, les Israéliens, eux, voient les choses différemment. Donc aujourd'hui, il y a des tensions à l'intérieur de l'oligarchie mondialiste, notamment entre les sionistes et les impérialistes, on va dire asionistes, et c'est ce qui explique les sorties de Brzezinski qui dit si les Israéliens attaquent militairement l'Iran, nous aurons le devoir de détruire leurs chasseurs au-dessus de l'Irak. Parce que si on effondre l'Iran, c'est un boulevard pour comment dirais-je, les talibans qui vont bouffer non seulement l'Afghanistan et le Pakistan, mais qui pourraient déferler aussi sur cette région-là. Donc aujourd'hui, on a une logique assez complexe dans la région qu'il faut bien analyser, d'équilibre, etc. Messan d'ailleurs avait dans son livre sur l'effroyable imposture 2 sur le redécoupage du Moyen-Orient avait très bien annoncé tout ça. On est en plein dedans. Et évidemment, les médias dominants et les politiques font tout pour qu'on n'y comprenne rien. Et nous, nos rôles à nous, c'est des rôles de pédagogues, c'est de faire comprendre le dessous des cartes, comme il fallait faire comprendre le dessous des cartes du conflit yougoslave à l'époque. C'est toujours les mêmes combats à mener, qui sont menés à la fois par des gens comme nous, par Égalité et Réconciliation, par Michel Collomb, par tous les non-alignés, par le réseau Voltaire, par tous les gens qui essayent de dire la vérité, le réel, la complexité du réel, sous l'idéologie dominante droit de l'homiste, qui est une escroquerie de A à Z. Le réchauffement climatique fait débat, il y a même un sommet mondial à Copenhague, la Terre serait en danger de mort. Je rigole doucement sur le réchauffement climatique, parce que c'est là où on voit que la domination médiatique, c'est de pouvoir dire qu'il fait jour quand il fait nuit. Il n'a jamais fait aussi froid en Europe, et il n'a jamais autant plu. Donc je vois pas très bien où est le réchauffement climatique, mais ça c'est autre chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'écologie, qui a été une idéologie d'une certaine manière anti-marché, a longtemps été un caillou dans la chaussure du marché. Le marché, dont le but est de tout recycler en marché, a cherché comment faire de l'écologie quelque chose qui travaille pour le marché. Donc aujourd'hui, on a à la fois une écologie de marché qui a fini par triompher, et le signal a été donné par Al Gore et son film grotesque et mensonger sur des vérités cachées, ou je sais pas trop quoi, ou des vérités mauvaises à dire. Hein, je sais plus le titre de ce film bidon. Et aujourd'hui, nous sommes dans le règne de l'écologie de marché, qui est aussi le marché de l'écologie. Voilà. L'histoire du réchauffement climatique est une escroquerie, car s'il y a eu réchauffement climatique, c'est dû à l'activité solaire et absolument pas à la production humaine de CO2. Mais par contre, cette escroquerie
amène quand même quelque chose qui est génial et qui a été théorisé, je crois, par Goldman Sachs. C'est amène l'impôt le plus génial du monde pour l'oligarchie, qui est l'impôt ultime. C'est l'impôt sur le droit de respirer et l'impôt sur l'air qu'on respire. C'est exactement ça. Ça s'appelle la taxe carbone. Hein. Et donc c'est une manière de prendre de l'argent de manière absolument fictive. Aujourd'hui, il y a deux dimensions dans la fiction totale ultralibérale mondialiste. C'est une monnaie qui n'existe pas, qui est le dollar, qui est une fausse monnaie intégrale, et l'impôt ultime, qui est la taxe carbone, qui est l'impôt sur le droit de respirer et l'air qu'on respire. Et là, on arrive à l'accomplissement parfait et ultime du libéralisme, hein, c'est-à-dire aucune création de richesse, que de la valeur fictive, et par contre une fiscalité maximale sur le droit de respirer. Voilà. Et il est évident que la taxe carbone a d'autres objectifs, c'est que l'oligarchie mondialiste contrôle, sous prétexte de pollution, le développement industriel ou le blocage industriel de qui elle veut, notamment les pays les plus polluants étant les pays émergents. Et il est évident que les pays polluants de demain, selon ce critère-là, seront bien évidemment la Chine, l'Inde, le Brésil, et qu'en fait, les États-Unis, puisque l'oligarchie campe aux États-Unis comme un asticot dans un fromage, c'est de bloquer le décollage des puissances concurrentes de demain, d'inventer un racket fiscal sur un sujet débile, avec en plus l'adhésion de tous les crétins du monde, parce que les écologistes aujourd'hui sont les idiots utiles. Ils ont pris le relais des antifascistes. Aujourd'hui, l'antifascisme commence peut-être à s'user un peu, parce que l'antifascisme comme l'antiracisme a le danger, c'est de montrer du doigt Israël, et que donc aujourd'hui on voit très bien qu'il y a une baisse du baratin antiraciste, ce qui d'ailleurs explique la mise au rencard de Julien Drey, parce que l'antiracisme et l'antifascisme travaillent contre Israël, et comme Israël a beaucoup à voir avec l'oligarchie mondialiste, hein. Donc aujourd'hui il est évident que l'avenir, il y a deux idéologies, comment dirais-je, de détournement d'avenir, deux leurres de détournement d'avenir, l'anti-islamisme et l'écologie. Ce sont les deux vecteurs de la stupidité politique où les jeunes vont s'incarner parfaitement dans toutes leurs bêtises, on peut leur faire confiance. Ça sera l'écologie et le réchauffement climatique et la lutte contre le fascisme islamique. Hein, et vous verrez que l'avenir politique, l'un, ça fera le bombeur du Front National et l'autre le bombeur de Cohn-Bendit. Et tout ça pour éviter qu'on porte atteinte au problème global qui est la loi d'airain du capital et la violence que ça génère et les contradictions que ça génère qui font qu'à la fois c'est un système totalement mortifère, exactement comme à un moment donné le socialisme réel était la trahison intégrale non seulement du socialisme comme chant des peuples et comme promesse de sortie de l'histoire, et la violence maximale sur ceux qu'ils étaient censés libérer, qui était le prolétariat. Parce que c'est quand même ça, à la fin, qui amène un peu Solidarinosc, même si c'est payé par la CIA. On peut mettre de l'argent sur des gens en colère, mais on peut pas fabriquer la colère totalement. Voilà. Et donc, voilà, je vous l'annonce, c'est clair. Les deux leviers de manipulation de la bêtise humaine pour les années à venir seront l'écologie et l'anti-islamisme, hein, c'est clair. C'est un peu la fin de l'antifascisme et de l'antiracisme. Cette interview est donc la première d'une série mensuelle que l'on fera avec vous. Je vous propose une question récurrente, le top 3 des people qui vous ont énervé dans le dernier mois. Il y a 3 types qui m'ont particulièrement énervé ce mois-ci. Je vais aller crescendo. Le premier, c'est Yvan Attal, qui incarne de manière totalement absurde le rôle du baron Empin dans un film que personne sans doute n'ira voir, et à juste titre, parce que moi quand j'entends baron Empin, je pense plutôt à Bruno Kremer, pas à Yvan Attal, et qui a dit que la Palestine ne pouvait pas exister à cause de l'absurdité de la situation du Gaza et de la Cisjordanie. Et là on voit bien toute une espèce de perversité talmudique s'exprimer, c'est-à-dire que ayant rendu l'État palestinien invivable, il n'est plus question qu'il existe puisqu'il est invivable. Voilà la démonstration de Yvan Attal. Oui, effectivement, l'État palestinien est invivable, je suis d'accord avec lui, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un État multiconfessionnel, exactement, et que la solution palestinienne est la même solution que l'Afrique du Sud, c'est juste la fin de l'apartheid et un Israël-Palestine pour tout le monde. Voilà. Hein, donc, mais il a raison, effectivement. La Cisjordanie, l'État palestinien est strictement impossible et invivable à cause du travail qu'ont fait les sionistes pour qu'il soit strictement invivable et impossible géographiquement. Donc, il y aura donc un État un jour multiconfessionnel et binational. C'est la réponse que je fais à Yvan Attal, qui a du mal effectivement à repasser du Talmud au Logos, hein, c'est-à-dire à la logique saine et honnête. Voilà. Bon, premier type insupportable, donc Yvan Attal. Je le savais déjà, mais là il s'est bien démasqué. Deuxième personnage insupportable, Jean Glavany insultant Tariq Ramadan, que je peux critiquer moi-même, mais qui est tout sauf un gugus. Hein. Et là, on voit que Jean Glavany est en mission. Il est là pour que
que les musulmans se sentent humiliés et insultés à travers Tariq Ramadan, et il est là pour faire monter les tensions. Un type qui se permet dans une commission organisée par la République d'insulter un interlocuteur qui est d'ailleurs seul face à 20 personnes, qui s'exprime dans un français parfait, qui recourt à la logique et à l'intelligence, même si sa position est bancale malgré lui, parce que malgré lui, c'est pas de sa faute si à un moment donné il n'est pas légitime pour répondre à ces questions, mais moi je sais qu'il a été choisi justement parce qu'il n'est pas légitime, ça il n'y peut rien. Jean Glavany s'est comporté comme un porc envers Tariq Ramadan, et il l'a fait exprès, c'est-à-dire qu'il est là pour déclencher la guerre civile. Et ça, c'est abject, voilà. Donc Jean Glavany est dégueulasse. Et le troisième, qui est pourtant pas quelqu'un qui m'est totalement antipathique, c'est Mélenchon. C'est Mélenchon face à Bruno Gollnisch. Insupportable Mélenchon, qui était de tous les gens là, soi-disant le plus laïque, et qui était le seul Torquemada et le seul type animé par une foi haineuse qui transpirait par tous ses propos. Donc là, je fais déjà remarquer une chose, c'est que la laïcité n'est pas l'absence de religion, c'est une religion. C'est la religion franc-maçonne, qui est une religion ultra belliqueuse, qui a produit le bain de sang de la Révolution française, faut pas oublier. Je veux dire, il n'y a pas plus assassin, brutal et haineux qu'un laïcard, vous voyez. Et en plus, qui est un type qui aujourd'hui démontre qu'il n'a plus aucune réponse pour les problèmes contemporains. Car la phrase de Mélenchon, c'est de dire selon les valeurs laïques, qui sont en fait les valeurs de la maçonnerie, hein, qui ne sont pas les valeurs du logos platonicien, hein, le symbole de la maçonnerie, c'est pas le Parthénon, c'est le temple de Salomon. Donc il y a un petit mensonge sur ce que c'est que la laïcité. Selon les critères effectivement laïcards de Mélenchon, il n'y a pas de problème en France avec l'islam, et il n'y a pas de problème en France avec l'identité nationale. Eh ben, il faut que Mélenchon se remette en question et comprenne que ces catégories sont devenues définitivement invalides pour gérer le réel. Quand on méprise le réel au nom de ces catégories de pensée, c'est un peu, pour moi, exactement comme Pierre Boulez, qui dit que sa musique est plus moderne que celle des Beatles. Ça veut dire que sa théorie musicale structuraliste est de la merde, parce que Boulez, musicalement, c'est de la merde. Et les Beatles sont les grands musiciens des années 60, et Boulez a vocation à terminer dans les oubliettes de l'histoire musicale comme petit fonctionnaire de l'État. Hein, voilà, il n'a jamais composé une seule mélodie. Voilà, les Beatles, sans mélodie géniale. Donc Mélenchon est, à mon avis, le pire de ces trois que je vous ai cités, parce que si c'est lui qui incarne la solution de la République française au problème aujourd'hui d'identité nationale et d'islam, on est vraiment dans la merde. Donc il faudrait que Mélenchon comprenne que qu'il est habité par une foi haineuse qui est un vrai danger pour la France, et il faudrait qu'il écoute à la fois Tariq Ramadan et à la fois Bruno Gollnisch. Et il faudrait que Bruno Gollnisch et Tariq Ramadan comprennent qu'ils ont beaucoup plus de choses en commun, qu'ils ont beaucoup plus de choses à se dire pour sauver la France, et même au-delà l'Europe et l'Occident, que les pièges qui consistent à discuter avec Jean Glavany ou avec M. Mélenchon. Et je pense, moi, que même si Mélenchon s'en rend pas compte, finalement, il est beaucoup plus proche de Glavany, qui est un de droite, que ce qu'il a identifié. Hein. Voilà. Donc, voilà. Il y a ces trois personnes aujourd'hui sont, à mon avis, incarnent le malaise français. Hein, de façon plus ou moins consciente, inconsciente, de bonne foi ou de mauvaise foi. Je rappelle que Mélenchon a dit que la France n'existait pas dans les siècles passés parce que les frontières avaient changé. Pour lui, en bon franc-maçon ultra-extrémiste, la France naît avec la Révolution française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de France avant. Voilà. Et ben, dire ça, c'est une phrase non seulement d'imbécile, arrogant, mais c'est une phrase surtout de dogmatique intégrale. Il y a les mêmes imbéciles de l'autre côté que je me suis pris dans la gueule qui prétendent que la France n'existe plus après la décryptation de Louis XVI. Hein, et moi j'avais écrit le discours de Valmy pour dire que quand on est un patriote authentique, comme Marc Bloch, on prend les deux, sinon on n'est pas un patriote français. Donc moi je dis que ni le type d'extrême droite qui nie la réalité républicaine française, ni Mélenchon qui fait exactement la même chose à l'envers, ne sont des patriotes français. Et en réalité, ils sont les mêmes, inversés, en valeur absolue, ils sont les mêmes. Ils sont des crétins, des haineux et des anti-français. Voilà. Et finalement, Le Pen est bien plus un homme de réconciliation française qu'eux. Et j'incite effectivement l'extrême droite idiote. Mais M. Mélenchon, c'est plus utile parce que M. Mélenchon a accès au pouvoir, et pas l'extrême droite idiote, à écouter et à entendre le discours de Valmy prononcé par Jean-Marie Le Pen. Hein, il va y apprendre ce que c'est que la France. Voilà. Amen. Maurice Dantec vous attaque à nouveau sur son inénarrable site Ring. Vous avez quelque chose à lui répondre ? Oui, alors c'est assez amusant parce que là j'ai découvert un texte de Dantec sur un site qui s'appelle Sur le Ring, je crois, qui me prend à partie en premier chef, ce qui est assez flatteur, et qui me met d'ailleurs dans la même catégorie que les Mélenchon, les Caroline Fourest, etc., comme quelqu'un qui serait pour les minarets. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il écrit sans s'instruire.
Et d'ailleurs, je n'ai pas répondu personnellement parce que quelqu'un de très bon qui s'appelle Michel Drac, qui anime un site qui s'appelle Scriptoblog, lui a fait une réponse carabinée, très argumentée. Et comme c'est un ancien dantèquien, c'est mieux de faire le boulot par des anciens dantèquians et qui montrent que Dantec aujourd'hui dans la science-fiction est le ridicule. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça me permet de dire que, en même temps que Dantec m'insulte dans un texte de plusieurs pages sur un site internet, je suis convoqué, moi, sur ordre du procureur de la République, chez le juge d'instruction le 8 janvier, suite à une plainte de Dantec pour injure publique. C'est-à-dire qu'il a, tout en étant caché au Canada, et en appelant à la guerre ethnico-raciale en France sous couvert de lutte contre l'islam, et en me diffamant, ce qui est pas grave parce que c'est un jeu d'écrivain à écrivain, il se permet de recourir à la force publique sur laquelle il crache, puisqu'il crache sur soi-disant la République française et tout ce qu'elle incarne de soumission, etc. Il essaye de m'envoyer au tribunal. Hein. C'est-à-dire qu'il crache sur un système mais il s'en sert, il appelle à une guerre civile mais il n'y participera pas, il se planque dans un pays qui pratique les accommodements raisonnables, vous voyez. C'est-à-dire finalement il se fait ridiculiser et rembarrer par ses anciens adeptes, hein, puisque que les gens aillent lire le texte que Michel Drac a mis en ligne et que j'ai relayé sur mon site et sur le site d'Égalité et Réconciliation. Donc je tiens à ce que les gens sachent que Dantec a porté plainte contre moi auprès du procureur de la République et que le procureur de la République, comme par hasard, c'est-à-dire que Dantec visiblement est quelqu'un qui l'écoute, parce qu'il n'est pas obligé de donner suite, m'envoie chez un juge d'instruction qui va savoir ou pas si je suis mis en examen pour injure publique envers Dantec. Voilà. C'est-à-dire une énième persécution judiciaire. Et que comme par hasard, j'ai 2 procès qui arrivent. Un procès qui m'est intenté par Henri de Lesquen, qui incarne l'extrême droite racialiste pseudo-chrétienne la plus haineuse, puisque c'est l'extrême droite bourgeoise et versaillaise qui vient du club de l'horloge. Hein. Pour ceux que ça intéresse, ils verront d'où ces gens-là viennent et quels étaient leurs substrats idéologiques il y a 20 ou 30 ans. C'est assez drôle. Et Dantec. Donc j'ai Dantec et Henri de Lesquen qui m'envoient au tribunal. Ça, c'est la réalité qu'il faut que les gens connaissent. C'est que moi, je ne fais jamais de procès à personne, sauf en diffamation dans la presse, et je les perds à chaque fois d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est pour ça que maintenant, la jurisprudence, c'est qu'on a le droit de me diffamer systématiquement, hein, c'est-à-dire de changer les phrases, de mentir, etc. Et moi, quand je joute avec des gens sur le terrain honnête de l'argumentation, ces gens-là, eux, m'envoient en douce au tribunal en recourant à la justice française, sur laquelle ils crachent d'ailleurs comme justice collabo, justice soumise, etc. par ailleurs. Donc je tiens à ce que ça se sache, notamment sur Dantec. Hein. Le 26 décembre prochain se déroule la cérémonie des quenelles d'or de la subversion. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Notre camarade Dieudonné, qui fait beaucoup aujourd'hui pour la démystification des catégories de domination qui nous divisent et nous oppriment, organise tous les ans un spectacle de fin d'année. L'année dernière, c'était au Zénith. Cette année, ça sera ailleurs parce que ça devient de plus en plus difficile pour lui de louer des salles. Je ne sais pas où, mais je sais que c'est le 26. Et il organise en clôture de cette soirée comique une cérémonie de remise des quenelles d'or de la subversion, avec des catégories, je crois, comme comique, espoir, essai et littérature, site internet, création audiovisuelle et une quenelle pour l'ensemble de leur œuvre. Voilà. Donc je pense que ça va circuler sur internet à partir de jeudi, je crois. Les gens pourront voter par internet pour les nominer et il y aura une remise solennelle pour les 6 gagnants d'un magnifique objet, je crois, en bronze, qui sera une quenelle d'or de la subversion. Et je profite de la petite rubrique, de la petite fenêtre médiatique que vous m'offrez pour annoncer effectivement cette cérémonie qui sera non seulement en physique le soir du 26, mais qui sera aussi sur Internet et qui va circuler sur Internet et qui donnera l'occasion aux gens de s'amuser, de voter. Et j'espère que ça va faire un buzz qui aura une dimension amusante et aussi une dimension très pédagogique. Alain Soral, merci et au mois prochain.